À Minneapolis, vous le savez, hier, une deuxième personne a été abattue par les agents de l'ICE, c'est la police fédérale anti-immigration. Les images de l'opération, vous allez le voir, font le tour du monde depuis 24 heures. Le drame relance également les débats autour des pratiques de cette police, plus que soutenue par Donald Trump et son administration. Et quelques jours seulement après, une première histoire de Renée Good, cette jeune femme tuée au volant de sa voiture par les mêmes policiers à Minneapolis. On en parle avec nos invités cet après-midi. Aline Lebay-Kramer d'abord, bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste, cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. Jean-Antoine Duprat également, vous êtes avec nous. Bonjour, géopolitologue et ancien professeur associé à la Sorbonne. J'accueille également Emmanuel Véron, bonjour. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des relations internationales. Et puis Maxime Lefebvre est également avec nous. Bonjour, ancien ambassadeur et professeur de relations internationales à l'ESCP. Mais d'abord, que s'est-il passé exactement? Quelles sont ces images? Regardez cet extrait du sujet du Trésor de TF1. Quelques secondes avant la fusillade, on voit la future victime au milieu de la rue. Il filme des agents fédéraux avec son téléphone. Puis il va tenter de s'interposer entre ces hommes cagoulés et une femme, toujours son téléphone à la main. C'est alors qu'il est lui-même projeté à terre. 6, puis 7 hommes le maintiennent. L'un d'entre eux le frappe à la tête avec une bombe lacrymogène. Un autre, ici avec une veste grise, semble saisir un objet à sa taille. Ce pourrait être un pistolet avec lequel il quitte la scène en courant. C'est à ce moment précis qu'un autre agent sort son arme et tire un premier coup. Tous s'écartent, 2 agents tirent 9 autres coups sur le corps inanimé. Voilà pour ces images bien sûr glaçantes. D'abord, quand on regarde ça, quelles sont vos premières réactions? Uniquement sur ces images, quelle première analyse on peut faire, Emmanuel Véron? Oui, on a effectivement des images d'une grande violence, ça va sans dire. Le sujet de la nature de cette nouvelle force de l'ordre, si je puis dire, de force de sécurité intérieure, comme on dit en France, pose quand même beaucoup de questions. Pose question sur les modes opératoires, sur un niveau tactique, vous voyez, de l'approche des passants dans l'espace public, etc. Le fait d'utiliser des armes, le fait d'avoir un rapport immédiatement physique avec un individu qui est appréhendé dans l'espace public. Enfin, on est sur une sorte de catégorie complètement à côté d'une forme de professionnalisation de forces de sécurité intérieure. Traduction de ça, un mort. Un deuxième mort et probablement d'autres, malheureusement, au vu de la non-professionnalisation de ces différents forces de police intérieures. Et cela va induire nécessairement aux États-Unis une forme de reflux, une forme de rejet, une forme de contestation. C'est pas possible autrement. On entend beaucoup par ailleurs que c'est la fin de la puissance américaine, c'est la fin de la démocratie américaine, etc. J'y crois pas trop. Je pense qu'au cœur de ce que constitue la société américaine, il va y avoir un retour de bâton assez fort qui sera celui des opinions, qui seront dissociées, qui seront détachées de ces façons de faire, et notamment de ces logiques en fait, de violence absolument gratuite et complètement dysfonctionnelles et délétères. Avant de revenir sur les conséquences, vous l'avez dit, sur la société américaine, revenons d'abord sur ces images, sur ce drame, Jean-Antoine Duprat. Quand vous regardez ces images, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez une erreur, une bavure policière? Quelle est votre analyse sur ce drame et sur ces images? Il faut une enquête, bien entendu, derrière. Mais quand on voit comme ça, on voit bien qu'on a quelqu'un qui ne présente apparemment pas de danger. On a même dit qu'il avait un téléphone à la main. Ils sont plusieurs à lui tomber dessus. Bon, des forces de maintien de l'ordre bien formées l'auraient attrapé, lui auraient mis les menottes, etc. Bon, là, on voit bien qu'il s'acharne dessus. Ça fait malheureusement revenir en tête certaines images qu'on voit en Russie, qu'on voit en Iran. Donc, c'est bien beau de dire, moi, s'il y en a au premier mort en Iran, je pulvérise, mais il faudrait peut-être se poser la question de ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça qui est grave, parce que si ces forces-là se comportent de telle manière, c'est soit qu'elles ont reçu des instructions,
Soit qu'elles sont mal formées, soit qu'on les laisse faire. Et peut-être un mélange de tout cela. Et il faut voir que l'évolution de cette unité, elle a été organisée notamment si j'ai bien compris, par de récentes directives qui ont élargi le champ, son champ de compétences, si je puis dire, qui était beaucoup plus restreint au départ sous Obama notamment, avec une absence, une forme débridée un peu d'accès à la violence, dans la mesure où on leur dit il faut faire la chasse aux migrants et à toute personne qui met en menace l'État américain. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en plus on recrute des gens qui apparemment sont mal formés, qui ne sont pas formés par la suite. Donc c'est la responsabilité du pouvoir politique qui est derrière. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux versions qui s'affrontent aujourd'hui. D'un côté, vous avez une police anti-immigration qui est soutenue dans ce fait par l'administration Trump. Et le plus marquant, c'est la publication de Donald Trump cette nuit, qui publie l'arme, prétendue arme de cet homme. Je rappelle l'individu, il s'appelle Alex Pretty. Il aurait été armé et c'est cette arme qui aurait été sortie par un de ses agents, mais qui aurait servi à menacer. Là, voici cette publication. C'est le président américain quand même qui publie cette image. Et de l'autre côté, vous avez, alors, on va aussi regarder la déclaration de Donald Trump sur Trust Social, qui se pose la question de l'action de ses agents. Où est la police locale ? Pourquoi n'a-t-on pas permis de protéger ces agents de la police fédérale anti-immigration ? Et il pose la question, est-ce que le maire et le gouverneur les ont rappelés à l'ordre ? Et de l'autre côté, ça ce sont pour les républicains, et de l'autre côté, vous avez la version démocrate. Vous avez notamment le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, avec la police locale, qui parle tout simplement d'un meurtre. Je vous propose d'écouter la réaction des démocrates. Combien d'autres résidents, combien d'autres Américains doivent mourir ou être grièvement blessés pour que cette opération s'arrête ? Combien d'autres vies doivent être perdues avant que ce gouvernement ne réalise que son discours partisan et politique est moins important que les valeurs américaines ? Cette occupation fédérale du Minnesota a depuis longtemps cessé d'être une question d'application des lois sur l'immigration. Il s'agit d'une campagne de brutalité organisée contre les habitants de notre État. Donald Trump, je vous demande une fois de plus de retirer ces forces du Minnesota. Elles sèment le chaos et la violence. Aline Lebaille-Crémer, comment sur un fait aussi important, aussi grave, documenté par des images, on peut avoir deux versions comme ça, deux Amériques qui s'opposent ? C'est un des problèmes majeurs maintenant. Quand on regarde les images, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de faire seconde par seconde toute une partie de la presse américaine, parce qu'il y a plusieurs séquences filmées de ce drame, c'est qu'elles ne collent pas automatiquement aux récits politiques qui les accompagnent aux lieux fédéraux. Donc c'est un problème qui souligne ce qui est en train de devenir le Minnesota, c'est-à-dire un champ de bataille politique avec 2 morts en quelques jours. Il y a 3000 membres de cette fameuse police ICE déployés sur le territoire, 2 morts à la base pour des histoires de scandales liées à des violations de prestations sociales, et on est en train de s'en éloigner globalement avec des discours extrêmement violents. Maintenant, ce qui est assez stupéfiant pour les États-Unis, c'est de voir la police locale de l'État se déployer, la garde nationale locale du Minnesota se déployer pour protéger la population contre une autre police fédérale qui viendrait les brutaliser. Il n'empêche que ce qui est assez stupéfiant aussi, c'est le réflexe des autorités fédérales à catégoriser la victime, c'est-à-dire terrorisme intérieur, qui, quand on analyse les images et quand on lit vraiment tout ce qui a été fait par des journalistes extrêmement sérieux, qui brandissaient initialement un téléphone portable. Il ne brandissait pas une arme. Il avait une arme avec un port d'arme, mais ce qu'il brandissait face aux policiers fédéraux, c'était son téléphone portable. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Et ce qui est assez stupéfiant aussi, c'est la bataille autour de l'accès à la scène du crime, à l'enquête. Là aussi, la bataille est extrêmement violente, c'est-à-dire que une membre d'ailleurs du FBI a démissionné parce que on lui imposait trop de pression en haut lieu venant de Washington. Donc il y a tout ça qui signe quand même une crispation extrêmement violente sur une population qui manifestement aussi au regard des images qu'on a eues des mobilisations à Minneapolis contre ce déploiement de ICE, et ils en ont
ont le droit, qui ne sont pas violentes. Ces manifestations n'étaient pas signées par des actes de violence de la part des manifestants. Alors vous l'avez dit, ce qui cristallise les tensions, c'est cette police anti-immigration, la fameuse ICE. Pour bien comprendre, parce qu'en France on ne connaît pas, on n'a pas d'équivalent vraiment de cette police fédérale, parce qu'elle est fédérale. Sylvia Amicon nous avait rejoint pour nous dire précisément ce qu'était cette police, qu'est-ce qu'est cette police anti-immigration fédérale, l'ICE. Oui, l'ICE, elle a été créée en 2003, après les attentats du 11 septembre. Sa mission officielle, c'est enquêter et arrêter les immigrants délinquants, notamment ceux liés au crime organisé international. Quand Donald Trump arrive au pouvoir, il leur donne un nouvel objectif, expulser 1 million d'étrangers des États-Unis par an. Pour ce faire, l'ICE obtient des crédits supplémentaires pour embaucher encore plus d'agents. Elle compte actuellement, regardez, 20 000 fonctionnaires qui sont répartis dans 400 bureaux un peu partout dans le pays, et elle en comptera 10 000 de plus d'ici 2029. Elle fait partie des organismes fédéraux les mieux dotés devant le FBI. Avec ses interventions musclées, elle incarne ce nouveau pouvoir intransigeant avec lequel le migrant en situation irrégulière est souvent associé à un criminel. Et pour cause, en septembre, plus de 70% des personnes détenues n'avaient pas de casier judiciaire. Et est-ce que cette police a tenu justement ses objectifs ? Eh bien non, à la fin de l'année 2025, le chiffre d'1 million d'expulsions n'a pas été atteint. Le chiffre des expulsions est même stable, selon une étude qui est sortie cette semaine, équivalent à celui de 2024, entre 310 000 et 315 000 expulsions. Mais le profil est différent. Avant, les renvois étaient souvent réalisés depuis la frontière. Aujourd'hui, ils sont la conséquence de ces descentes de police dans les villes. Regardez ce qu'on peut lire sur le site de l'ICE. J'ai regardé tout à l'heure. L'Amérique est envahie par des criminels et des prédateurs. Nous avons besoin de vous pour les chasser. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme de premier cycle, peut-on lire à la clé, pour ceux qui s'engagent dans cette police. Des primes importantes, des emprunts étudiants remboursés ou encore des prestations de retraite améliorées.